Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont en live et tous ceux qui vont voir le replay. Aujourd'hui, moi, je suis très content. J'ai beaucoup travaillé sur les DNVB, j'en ai écrit un bouquin. Et pendant l'écriture de ce bouquin, il y a une nouvelle DNVB qui est arrivée dont tout le monde parlait et dont surtout lui parlait beaucoup. Et je le voyais partout sur LinkedIn et autres. Et souvent, je me demandais, et c'est ce que je lui disais avant de commencer, je ne sais pas si c'est l'algorithme ou si c'est vraiment que lui est très 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 présent. Mais en tout cas, c'est cool. C'est donc Quentin Horry, le fondateur des Mini-Mondes, qui est la première marque de jouets responsable, éco-responsable, tu nous le présenteras un petit peu plus après, et qui est importante. Qui est importante pourquoi? Parce que c'est les enfants, c'est l'éducation, et en fait, ça a une valeur hyper, encore plus profonde sur toutes les innovations qui sont faites pour les parents. Là, c'est vraiment les enfants, c'est leur envoyer des bons messages, et ta mission, elle est presque d'utilité publique, clairement, parce que tout commence quand on est enfant, et donc c'est vraiment cool. Donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir te poser plein de questions. Donc je te laisse présenter un peu, et après je te bombarde de questions. Ce petit talk, c'était de pouvoir parler de la marque, des mini-mondes, de faire un petit focus un peu sur comment on a créé. Je pense que ça, c'est la partie qui est intéressante. C'est en fait, on a créé très très vite, très lean, et du coup, je pense que ça peut être intéressant. Et puis après, peut-être sur la phase plus de développement, qui est un développement aussi assez express. Donc voilà, d'interagir. Et puis, bonjour. Et puis voilà, sur peut-être 10 minutes, et puis après qu'on puisse interagir ensemble. En fait, les mini-mondes, c'est vraiment une jeune marque. On a commercialisé en novembre 2019. Donc franchement, c'était hier. Donc là, on est sur 2020, qui est notre première vraie grosse année. Donc moi, je suis Quentin, je suis le cofondateur de la marque, donc avec Marine, mon associé. On est parti concrètement de 3 constats. Premier constat, c'est que le marché jouet, c'est quand même un marché qui est énorme. C'est un marché de 80 milliards, 5 milliards en France, donc on parle quand même d'un gros marché. Mais en fait, c'est un marché qui n'a pas réellement bougé. En tout cas, c'est l'intuition qu'on avait de nous au départ, et ça, c'était début 2019. C'était vraiment de se dire, on a l'impression que c'est un gros marché, mais qui ne bouge pas. Et puis, il y avait le sujet qui était pour nous le plus passionnant, c'était ce qu'on appelle le paradoxe plastique. C'est de se dire, en fait, un enfant adore un jouet en plastique. Parce qu'en fait, c'est léger, c'est coloré, c'est maniable. Mais en fait, les parents veulent plus du tout de plastique, la planète veut plus de plastique. Donc en fait, comment on arrive à créer un jouet qui soit fun pour l'enfant, mais en même temps qui soit vraiment responsable. Donc il y avait tout un travail de matière qu'on trouvait nous passionnant, avec en fil rouge aussi le Made in France, qui était un sujet passionnant aussi et pas du tout adressé dans le monde du jouet. Et puis il y avait un dernier sujet qui nous concerne un peu plus. On est une équipe de jeunes trentenaires, entourés de jeunes parents. En fait, on se rendait compte qu'on n'avait pas envie, nous, de consommer peut-être dans les grandes surfaces spécialisées jouets. On ne s'y retrouvait pas, on ne se retrouvait pas dans l'offre de jouets. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'était l'intuition début février. Intuition qui s'est rapidement confirmée. En fait, on a créé un groupe de co-création. À l'époque, ça s'appelait Toy Gazer. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, on a réuni une communauté de 200 parents qu'on a rencontrés en physique et qui on a échangé, on a bu des cafés, on a parlé jouets, en fait, concrètement, pendant un bon mois. Et en fait, on a été convaincus dans notre apprentissage, avec un apprentissage nouveau qu'on n'avait pas vraiment en tête, c'était le sujet des valeurs. C'est-à-dire que les parents nous ont dit, OK, le Made in France, OK, le plastique recyclé, super idée peut-être, OK. Mais en fait, ce qu'on a surtout envie, c'est de transmettre des valeurs nouvelles à nos enfants. On en a marre des histoires genrées, on en a marre peut-être de cet ancien monde un peu pompier, princesse, bricoleur. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça et j'avais trouvé ça assez marrant. Donc on s'est dit, en fait, on va plutôt, plus que créer des jouets, par exemple Made in France, on va créer toute une histoire, toute une aventure. Et donc c'est vraiment ça, du coup, l'idée des mini-mondes. Les mini-mondes, c'est l'histoire d'une petite famille, qu'on appelle la famille du chemin, et qui va faire le tour du monde à bord de son van. Vraiment dans un esprit d'ouverture sur l'autre, dans un esprit d'ouverture, de découverte de l'environnement, enfin voilà, toutes ces valeurs qui sont nouvelles et que les parents ont envie de transmettre à leurs enfants. Et de là, en fait, donc co-création de février à mars 2019. Gros travail aussi en parallèle dès le début avec des laboratoires pour vraiment réfléchir sur cette matière, de se dire comment on peut être innovant. On imagine les mini-mondes grâce à tout ça. Et donc, l'histoire d'une petite famille qui a fait le tour du monde à bord de son van. Et donc, on sort en précommande l'année dernière notre premier jouet, qui est un petit van. Sauf que ce n'est pas un jouet comme on le voit souvent, c'est un jouet qui est en plastique recyclé. Donc, on récupère des déchets des industriels, de l'agroalimentaire, qu'on transforme en jouet. Donc, tout ce travail d'une matière de récupérer des déchets, ce qui était vraiment la grosse différence de la marque.
Et surtout, on arrive à tout fabriquer en France, ce qui se fait plus du tout. Nous, on est à Nantes, notre usine est dans le Finistère, on a des partenaires en Vendée, à Angers, mais en gros, on est à 200 km du bureau et on arrive vraiment à faire du jouet dans une matière innovante, complètement made in France. On a même poussé la démarche en obtenant la labellisation compost, ce qui veut dire qu'en compost industriel, demain, on peut faire disparaître nos jouets. On a fait tout le conditionnement avec des ESAT, on reverse 1% de nos bénéfices pour faire voyager les enfants qui partent jamais en vacances de leur vie. Donc on a essayé de créer toute une démarche globale autour d'un jouet pour montrer qu'on pouvait faire du jouet différemment, mais pourtant à un prix de vente accessible. Donc on a créé notre premier jouet. Ça, c'était en 2019. On se dit, voilà, super, on arrive à vendre 3000 coffrets en quelques semaines de vente. Donc on passe les 100 000 euros en quelques semaines sur donc voilà, bon lancement pour nous. Et donc 2020 est la vraie première année. Mais sauf qu'on pousse vraiment la démarche. Donc après les jouets, on a créé un format abonnement. L'idée, c'est des petits carnets de voyage et je pourrais vous en passer à la fin du talk. L'idée, c'est tous les 2 mois, les parents peuvent abonner leurs enfants. On retrouve la famille du chemin, mais dans des carnets de voyage. Tous les 2 mois, c'est un nouveau pays du monde qui est à l'honneur et on fait découvrir le monde à l'enfant. On a fait l'Italie, la Russie, la Côte d'Ivoire et à chaque fois, c'est une petite recette, du coloriage, de la langue. Voilà. L'idée, c'est comment on parle de ce nouveau monde finalement aux enfants, mais avec du contenu. Donc, on a vraiment créé cet univers avec à la fois du jouet éco-conçu et à la fois du contenu sur abonnement plutôt ludo-éducatif où là, on transmet des valeurs. Format qui cartonne bien parce qu'on est déjà à 13 000 quasiment abonnements alors qu'on a lancé ça fin mars, donc c'est un modèle qui plaît beaucoup en plein confinement et je pense que le confinement aussi pour nous était presque une opportunité dans le sens où les parents voulaient occuper leurs enfants, donc on a su là-dessus nous tirer notre épingle du jeu et donc aujourd'hui voilà, on arrive avec une histoire des mini-mondes qui est vraiment le lien entre tout ça, une belle première année pour nous pour l'instant avec 13 000 abonnés, un objectif déjà d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dès la première année, donc ça c'est top. On a créé une équipe de 6 personnes avec cette volonté d'être très créatif en interne. Donc on a un designer jouet, on a une illustratrice et puis après on gravite avec beaucoup de freelance. Et donc la particularité du modèle pour réussir à créer cette histoire-là, c'est d'être D2C. Voilà pourquoi on se présente comme la première DNVB, c'est que ça se fait très peu dans le monde du jouet de vendre en direct et on a fait ce pari. Déjà parce qu'on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que mettre autant de valeur dans un produit, le Made in France, la matière, etc., ça a un coût. Et donc pour être capable de vendre un petit van ou là un bateau à 40-50 euros, qui est le prix des grands acteurs, il fallait vendre en direct. Et donc c'est le pari qu'on a pris. Donc tout notre message, toute notre communication est vraiment basée sur les réseaux sociaux avec un gros travail de communauté, de co-création et aussi de proximité. Donc on essaye toutes les semaines de faire vivre les coulisses de l'aventure, comment on fabrique un jouet, on va dans l'usine, on organise des collectes de jouets. Enfin, on essaye vraiment de créer beaucoup de liens avec notre communauté, on fait des sondages toutes les semaines pour travailler sur les nouveautés. Et c'est vraiment ce lien en direct qu'on crée avec notre communauté, cette authenticité, je pense, qui fait la force des mini-mondes et qui fait qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc voilà, vraiment un modèle DNVB. On s'intéresse de plus en plus quand même à la distribution physique. On vient de lancer notre premier test avec Bonhomme de Bois, qui est un acteur historique et une trentaine de magasins, pour justement tester aussi un petit peu cette appétence au physique, de voir comment nous on tire notre épingle du jeu et d'être capable aussi de toucher un public nouveau et d'être capable finalement d'utiliser aussi le physique comme presque un relais de communication pour nous. Donc voilà, c'est un petit peu la suite du modèle. La vision des mini-mondes, c'est vraiment du coup de faire découvrir le monde aux enfants. Et donc à court terme, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. L'année prochaine, 2 millions, on espère, et 5 millions dans 3 ans. Porté par le plus gros projet pour nous, c'est de travailler sur un dessin animé qui est déjà en cours d'écriture, de 52 épisodes, et donc qui devrait voir le jour, j'espère, dans 1 an et demi, 2 ans. Et qui est pour nous une vraie grosse marche forcément parce que ça nous permet d'adresser, au-delà d'adresser les parents avec un discours sur l'éco-conception, mais d'adresser directement les enfants et ce qui fait pour nous la différence. Voilà, j'ai fait très court pour que ça puisse être interactif et qu'on puisse échanger ensemble. Mais voilà un peu pour l'aventure des mini-mondes. J'ai une première question. Les jouets ne sont pas offerts que par les parents. Ils peuvent être offerts par Ouais. les oncles, les tantes, les Ouais. grands-mères, etc. Et du coup, les parents peuvent avoir une démarche d'offrir un objet recyclé, éco-responsable, etc. Et puis à côté, avoir une Barbie, avoir un objet bricoleur. Et l'enfant va choisir ce qu'il préfère. Ouais. À la fin, qu'est-ce qu'il choisit? Ouais, c'est un super retour. En fait, la particularité du jouet, c'est clairement ça, c'est qu'il y a finalement l'enfant et le parent. Pour nous, il y a eu plusieurs apprentissages là-dessus. Le premier, c'était d'être capable de toucher les enfants très tôt. Donc notre gamme de jouets commence pour les enfants à partir de 2 ans. Et en fait, on a l'impression, et c'est ce qu'on demandait aux parents, que le switch où l'enfant commence à vraiment décider, c'est vite plus de 3 ans, 4 ans. Donc l'idée, c'était d'arriver très tôt dans la chambre des enfants. Ça, c'était une des premières stratégies pour nous. La deuxième, c'était aussi être capable d'avoir plusieurs positionnements prix.
Ça, c'était clé, de pouvoir aussi être de l'idée cadeau, donc de commencer à 5 euros. Et puis la troisième chose, c'était vraiment de faire des jouets vraiment, vraiment fun. Et donc, on a vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dans la qualité de nos produits. Donc, le van, par exemple, c'est des fonctionnalités qui ont été travaillées avec plusieurs designers pour être justement sur la jouabilité, donc toutes les pièces sans pile, sans boîte. Donc, on a vraiment fait un gros travail sur le produit en tant que tel, avec beaucoup d'ateliers d'observation d'enfants, pour faire en sorte qu'à la fin, l'enfant, quand il lève le jouet, il se marre, il joue longtemps avec. Donc, vraiment, il y avait plusieurs sujets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, on peut toucher le parent, mais après, il faut être cool pour l'enfant. Il faut que les jouets soient faits pour jouer. Et c'était le pari qu'on a fait. Et pour le coup, là-dessus, je pense qu'on a vraiment pas mal réussi. Et justement, parce que donc, le parent il peut avoir des convictions, etc., Ouais. des grands-parents peut-être d'autres, des oncles peut-être d'autres, ils arrivent à avoir envie d'offrir cet objet à leur petit-fils et autres pour lui transmettre des valeurs. C'est quoi leur volonté au départ quand ils l'offrent? Ouais. On avait fait un sondage auprès de notre communauté, justement, les critères d'achat. Pourquoi les mini-mondes? Ce qui était intéressant, c'est que dans l'ordre, c'était le Made in France qui était le premier levier. Le deuxième, c'était le fait que ce soit des jouets en plastique recyclé. Et le troisième, c'était faire découvrir le monde aux enfants. Donc ça veut dire que finalement, le Made in France, c'est quand même un vrai gros sujet aujourd'hui, une vraie attente des consommateurs. La transmission, nous, on y croit beaucoup sur ce côté valeur. Et après, c'est clair qu'on se rend compte, on a fait des partenariats un peu plus mass market parfois, etc. On se rend compte que c'est pas la même communauté, qu'il y a une vraie, pour nous, il y a un vrai marché sur les gens qui ont envie de consommer différemment, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Et donc, en tout cas, il y a un vrai gros travail aussi pour nous d'éduquer aussi, parce que le jouet, ce n'est pas un sujet sur lequel ça bouge beaucoup, donc forcément, on n'a pas encore éduqué le marché. Et donc, c'est à nous aussi de dire, voilà, un jouet, comment on le fabrique aujourd'hui, voilà comment nous, on essaie de le fabriquer, voilà qu'en fait, ce n'est pas juste un jouet, finalement. C'est ça qu'on a envie de dire, c'est que derrière, il y a toute une démarche, une histoire, et donc, il y a un travail d'éduquer aussi le consommateur, je pense. Et l'enfant, in fine. Ouais. Là, aujourd'hui, sur ton échantillon de 13 000 clients, est-ce que tu retrouves des segments types ou est-ce que tu brasses finalement de nombreuses catégories socio-professionnelles, d'un point de vue localisation également, ou est-ce que c'est concentré et quelle est ta stratégie de développement justement? Ouais, en fait, dans les apprentissages qu'on a, on se rend compte qu'on touche beaucoup plus les mamans que les papas, très clairement. Beaucoup de mamans entre 30 et 40 ans qui ont beaucoup d'enfants entre 2 et 4 ans, alors qu'on pensait peut-être un peu plus 3, 5, 3, 6. Sur la localisation, Paris fonctionne mieux que la province, mais on a quand même après un ciblage qui est très France. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'objectif, c'est de surtout pas être élitiste, c'est d'être accessible, c'est d'être le plus grand public possible. Donc je parlais du positionnement prix, qui est un sujet clé, parce que dans le jouet, forcément, l'enfant aussi grandit vite. Il faut être capable d'être à un prix accessible. Donc pour nous, ça, c'était vraiment clé. Le carnet de voyage aussi, qui est vraiment du contenu, qui commence à 5,90 € tous les 2 mois, nous permet aussi, et on se rend compte que depuis qu'on a ça, on touche aussi une cible qu'on n'avait pas au début, versus un jouet qui était le petit van, qui est autour des 40-45 €. Donc le fait d'avoir du contenu nous permet aussi de toucher un peu plus de monde. Et vous récupérez les jouets des enfants? Enfin, vous comptez les récupérer, parce que là, c'est encore trop jeune, mais Ouais. justement, l'enfant qui a 2 ans, il ne va pas jouer avec le même à 4 ans. Ouais. Est-ce que vous le récupérez et pour le donner à quelqu'un d'autre, pour le revendre à quelqu'un d'autre? Ouais, c'est un super sujet. En fait, la seconde vie, c'est quasiment un sujet sur lequel on s'est directement dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a essayé de travailler plusieurs démarches. On s'est associé avec Rejouer, qui est une asso justement qui récupère les jouets pour essayer justement d'en parler sur le site, pour dire sensibilisons les gens. On a mis en place aussi du coup ce label compost pour déjà commencer à anticiper les sujets demain, de se dire comment on va pouvoir potentiellement faire disparaître nos jouets. Et c'est vraiment un sujet sur lequel maintenant on réfléchit beaucoup, de se dire est-ce qu'on peut faire évoluer à terme l'offre, de vendre peut-être de l'occasion sur notre site ou peut-être de faire des formats de location de jouets. Donc voilà, en tout cas, on est vraiment là dans cette démarche, qui est un sujet qui va arriver pour nous peut-être dans 1 ou 2 ans déjà. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet passionnant, mais je pense même qu'on peut même challenger le modèle économique du jouet et de se dire que peut-être à terme, on aura fabriqué assez de jouets et que finalement, on pourra les faire vivre entre eux d'une famille à une autre. Donc voilà, on est vraiment en tout cas dans cette réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on a créé, alors que le jouet n'existait même pas, on allait déjà voir des gens qui étaient en charge du recyclage des jouets pour essayer de comprendre ce qui bloquait aujourd'hui dans la filière. Parce que voilà, il y a peut-être des choses simples, mais de se dire il ne faut pas mélanger 2 plastiques sur un même jouet parce qu'en fait sinon on ne peut pas le recycler, d'être capable de penser à la durabilité. Enfin, toutes ces questions-là, on a essayé de se les poser très vite, d'où le fait de penser au compost, à la seconde vie, au modèle économique. Donc je pense que là-dessus, le vrai switch, il sera là-dessus pour nous. Peut-être un modèle économique un peu différent. Parce que la location de jouets, il y a quelques plateformes comme ça Ouais, sur la ouais, location de jouets, je crois que ça marche plutôt bien. ouais, Et à la fin, c'est plutôt rentable pour la plateforme parce que ça ouais, coûte plus cher que d'acheter le jouet. ouais, Mais ouais, c'est avant tout une volonté aussi voilà, ouais, de ne pas acheter pour ne pas gaspiller. ouais, Et puis surtout de s'adapter à l'enfant. ouais, S'il a envie pendant 6 mois,
Ouais, clairement. Ouais. Ouais, clairement, on est convaincu de ça. Au tout début, on a essayé des business models comme ça avec du renvoi où finalement on redonne. Enfin, je pense qu'il faut qu'on trouve le modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à faire, c'est sûr. C'est sûr. Et le modèle location, j'y crois beaucoup. Le modèle vente d'occasion aussi, j'y crois beaucoup. Est-ce qu'on peut faciliter le fait de remettre en vente sur notre site d'occasion le jouet et que ce soit... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut bouger les lignes, ouais, je pense. D'un point de vue réglementaire, Ouais. RSE, quel est le cadre aujourd'hui en France sur les jouets et quel est le pays qui pourrait être le plus strict finalement pour encadrer le matériau et encourager ce genre d'initiative? Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que nous, on est arrivé dans le jouet avec beaucoup de naïveté, en fait, parce que c'était... moi, j'étais déjà entrepreneur avant, mais dans le jeu de société, plus pour adultes. Marine, mon associé, n'était pas non plus du tout de ce secteur. Du coup, on est arrivé avec une naïveté, et je pense heureusement, parce que sinon, les normes nous auraient fait trop peur. Et justement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, c'est un des plus gros freins, c'est les normes. En fait, pour du jouet, il faut que tous les produits soient alimentaires, parce que les enfants les mettent dans leur bouche. Il y a les risques d'étouffement. Et avec des enfants, du coup, on rigole pas, et heureusement, et encore moins en France. Et donc, notre laboratoire partenaire nous avait dit, si vous passez la norme en France, rassurez-vous, vous pouvez aller partout dans le monde. Donc, j'avais trouvé l'anecdote assez sympa. Donc, il y a beaucoup de normes. Il y a une première certification au niveau de la matière. Donc, nous, on a travaillé 6 mois de R&D avec le laboratoire, pour justement développer une matière qui soit innovante, alimentaire, justement issue de déchets, et dans lequel on peut faire un jouet qui soit robuste, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de périmètres à maîtriser. Donc, la matière, on l'a fait certifier. Et après, on fait certifier le jouet. Et pour la petite anecdote qui est pour moi ce qui m'a le plus fait sourire au début, donc on a fait certifier la matière et donc on veut faire certifier après notre jouet qui était un petit van. Et donc au moment où on fait tout en France à 200 km de chez nous, on appelle le laboratoire d'études pour faire normer notre jouet, donc un laboratoire français. Et donc il nous dit ok, par contre il faudra 5 semaines pour faire normer votre jouet parce qu'en fait il faut qu'il aille en Asie. Donc c'était assez drôle. La seule fois où il est parti en Asie, le jouet, c'était pour le faire normer par le laboratoire français, vu que tout le marché, finalement, c'est assez cohérent en soi, parce que tout le marché est en Asie, donc c'est logique, mais ça nous avait fait sourire. Depuis, maintenant, il y a une antenne qui a ouvert en France, et donc le bateau qu'on vient de sortir, on va pouvoir le faire normer en France. Donc preuve que les choses bougent. Mais voilà, en tout cas, c'est pour le petit clin d'œil. Donc beaucoup de normes, qui est, je pense, un des premiers freins à l'entrée sur le jouet. Et puis après, le deuxième frein, je pense que c'est tout l'apport financier qu'il faut pour faire du jouet en France, parce que voilà, c'est un coût assez élevé. Ouais, financement, phase de précommande en juillet 2019, juste pour avoir un tout petit peu d'apport, donc 30 000 euros, et puis surtout pour rassurer les banques, parce qu'on avait besoin de 150 000 euros de prêt bancaire. Donc on avait besoin de dire, ok, ça va marcher. Donc on a fait 150 000 euros de prêt bancaire, 30 000 de précommande, et après avec des investisseurs privés, on a rajouté à peu près 300 000 euros. Donc en gros, à peu près, plus après de la région, etc., on a un plan de financement à 500 000 pour 1 an et demi, à peu près. Ouais. Ce qui a été un gros sujet, le financement, et surtout qu'on est très 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 saisonnier. Donc nous, on a aussi le problème de la trésor, qui est un peu le problème. Donc on essaye toujours de faire de la précommande, plus de l'abonnement pour pallier un peu à cet effet où 70% du CA se fait normalement entre octobre et décembre, quoi. J'aurais pas forcément... Oui, c'est saisonnier parce qu'il y a Noël, mais après, le reste de l'année, il y a quand même des anniversaires, il y a quand même des moments de... Ouais, mais le marché parle de 80-20 quand même, fin d'année. Ouais, donc... Ouais, t'as beaucoup de cadeaux. Ouais. Ouais, Noël, c'est quand même... ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Et pour nous, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'en fait, quand tu es une jeune marque, c'est compliqué de tenir 6-7 mois finalement en se disant on prépare Noël. Surtout que Noël, c'est aussi un autre match pour nous, parce qu'on en parlait tout à l'heure, grosse concurrence, gros challenge sur l'acquisition payante, sur les choses en plus, on n'a pas trop de recul, donc voilà. Donc on essaye de pallier à ça, on travaille beaucoup avec de la précommande pour justement arriver plus tôt, et finalement demander aussi à notre communauté du soutien, et de le dire en toute transparence, on a besoin aussi de vos précommandes pour financer la prod, et on le dit en toute transparence, et puis après, le format abonnement qui était pour nous ce moyen de dire, ok, on fait du jouet, et après, du coup, on va plus loin et on transmet des valeurs, ou on commence par le contenu, et puis peut-être qu'à Noël, on achète le jouet. Donc c'est le lien entre contenu et jouet qui est pour nous la force du modèle. Et sur la production, justement, vous disiez que vous n'étiez pas issu du tout de ce milieu-là. Ouais. J'imagine qu'il n'y avait pas d'usine de jouets spécifiquement à Nantes, à Rennes et dans la région. Donc c'est qui aujourd'hui produit? C'est des gens qui font totalement autre chose? Ouais, totalement autre chose. Gros alignement des planètes pour trouver les partenaires. La plus grosse, en fait, le point de départ, il y avait 2 points de départ. Il y avait un bureau d'études qui était justement notre lien vraiment technique quand nous on designait, de se dire ok, est-ce que la faisabilité derrière, etc. Et en fait, du coup, il y avait un gros travail aussi après avec le laboratoire.
laboratoire pour travailler cette matière innovante. Et en fait, une fois qu'on a trouvé ces 2 points de contact, on a vraiment créé le lien avec eux et en fait, on a commencé à rencontrer des partenaires autour, et notamment après la recherche de l'usine, qui s'est fait par intermédiaire du bureau d'études. Et en fait, l'usine, à la base, était une usine plutôt automobile dans le Finistère. Et en fait, je crois qu'on est arrivé un peu comme les messies, parce qu'en fait, du coup, l'automobile, un peu compliqué pour eux. Et puis en plus, ils avaient envie justement à un moment d'arriver avec un projet sur lequel ils mettaient sens, de pouvoir sortir aussi un peu de l'automobile. Et donc en fait, ce qui est génial, c'est quand on les a rencontrés, c'était en Bretagne, et on n'avait même pas de quoi payer la compte, et on l'a fait à la poignée de main. Et ils ont lancé la fabrication du 3000 en se disant, on croit en votre projet, on vous soutient. Et je pense que la vraie force là-dessus du côté approche locale, c'est qu'en fait, finalement, on a créé un écosystème de gens de confiance. Et cette usine qui était automobile, maintenant, en fait, travaille avec nous tout le temps. Et en fait, on fait même l'outillage avec eux. L'outillage, donc c'est les moules, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. La plasturgie, en gros, on fabrique des moules. Et puis après, on injecte dedans. Et du coup, les moules, clairement, nous, ça nous coûterait 70 000, 80 000 euros à faire en France. Si on les faisait en Asie, ça nous coûterait 15-20 000. Mais on essaie aussi de travailler avec eux jusqu'à l'outillage. Donc on les fait en France. Et voilà, maintenant, on a créé un super lien avec l'usine. Et c'est eux qui nous accompagnent depuis le début. On est sur une année ambition 1 million. Donc là, il nous reste les 3 mois les plus importants. Donc là, on a passé les 600 000 euros. Donc je pense que l'objectif d'1 million paraît complètement faisable, parce qu'il reste 3 mois sur du jouet qui sont vraiment décisifs. Ah ouais, ok. Ah oui, donc je ne vais pas vous l'apprendre. Ouais. Ouais, 99%. On a fait notre premier partenariat avec Bonhomme de Bois. Voilà, sur tous leurs magasins. Donc voilà, on est 99,5%. Que notre site. Que notre site internet Les Mini-Mondes. Ouais. Ouais. C'est gentil. Ouais, c'est sympa. Ouais, on a vraiment cette approche D2C. Et comme je disais au début, parce que d'une, on n'avait pas eu le choix. Et de deux, parce que aussi c'est un peu, je pense, la force de l'aventure, c'est d'avoir créé ce lien avec notre communauté et d'être très actif sur les réseaux sociaux et d'avoir une bonne maîtrise de l'acquisition payante qui fait qu'on arrive à toucher une communauté en direct. Ouais. Si. Ouais, on a été sollicité par tout le monde. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas se le permettre, donc au moins, ça facilite la réflexion. C'est dans la vision, peut-être pour nous, à terme, de travailler avec des plus gros acteurs, mais on a potentiellement l'intuition qu'on peut passer 2-3 marches encore en travaillant en direct et peut-être avec 1 ou 2 distributeurs physiques, mais vraiment spécialistes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc en tout cas, sur le modèle à 2-3 ans, on pense qu'on peut continuer à tenir comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, Fnac, Cultura, je pense que c'est des enseignes où c'est complètement cohérent. Ça matche complètement avec l'ADN de la marque. L'enjeu vraiment pour nous, c'est le modèle économique. C'est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que le Made in France, la plastique recyclée, l'engagement associatif, etc., on apporte beaucoup de valeur dans un produit. Et donc un petit van avec des figurines, etc., qu'on vend à 45, on est plus près d'un coût de fabrication à 15-20 euros. Et donc demain, on n'est pas capable de garder un prix de vente accessible. On pense que sur le jouet, on ne peut pas monter le prix de vente ad vitam, l'enfant se lasse, c'est un achat aussi beaucoup d'impulsion. Donc voilà, on tient vraiment à rester accessible, et d'où le fait de vendre en direct. Les parents, ouais. Ouais, c'est ce qu'on. Ouais. En fait, nous, on a essayé d'arriver très tôt dans la chambre des enfants, dès 2 ans, pour justement pouvoir toucher les parents. Et en fait, après, on parie sur nos jouets fun, etc., pour séduire l'enfant. Mais au début, on a un vrai discours parent, en sachant qu'à 2 ans, on travaille sur un dessin animé où là, on veut vraiment pouvoir adresser en direct l'enfant. Et donc, justement, une tranche qui est plus 5-7. Ouais, sur la diffusion, on s'interroge. Ça bouge tellement, la diffusion, c'est à peu près 2 ans et demi de travail, notre dessin animé. Donc entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera demain, la diffusion, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir une vision très claire. On est en train de pitcher un peu, on crée, vous connaissez aussi, je pense, une bible littéraire pour faire un dessin animé. Donc on est en train de la pitcher à différents acteurs. Ouais. Et au niveau du jouet français, est-ce que vous avez eu une sensibilité, vous avez pris contact avec eux ou vous êtes en contact avec eux? On a rencontré un petit peu, on a rencontré quelques acteurs. Mais c'est vrai qu'on est arrivé avec tellement de naïveté un peu, on ne connaissait même pas vraiment le secteur du jouet. Et donc on ne s'est pas trop mis dans justement, enfin on n'a pas trop pris connaissance de l'écosystème. On est arrivé avec une certaine fraîcheur et en fait on a rencontré des acteurs
qui n'étaient pas non plus forcément du monde du jouet, mais qui avaient envie justement de partager nos valeurs, qui avaient envie de changer les choses. Et c'est comme ça qu'on a créé notre petit écosystème à nous, avec des gens qui sont finalement pas du tout du monde du jouet à la base. Donc voilà, on les connaît, on s'est rencontrés rapidement, mais voilà, ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, il y a deux choses. Vous êtes parfaitement en ligne avec la demande des distributeurs, certains distributeurs. Vous êtes développement durable et les points est français. Ouais. Exactement, ouais, c'est exactement ça. De rester fidèle à ses convictions. Ouais, c'est clairement ça. C'est l'enjeu du. Que ce soit l'abonnement, le dessin animé qui va arriver, Ouais. l'objectif c'est pas de renforcer le business model, tu les utilises comme un levier d'acquisition. Comment tu les définis? Ouais, il y a de ça. Ouais, clairement. Notre acquisition pour nous, en fait c'est marrant, on a un modèle qui est très 80-20, c'est-à-dire que toute l'année, nous, on met en avant notre contenu, plutôt le format abonnement, carnet de voyage, et en fait, on switch presque à partir de septembre-octobre pour commencer plus à parler de nos jouets éco-conçus, en se disant que finalement, l'un ne va pas sans l'autre, mais qu'il y a des temps, il y a des cycles. Et donc, voilà, du contenu, bah oui, forcément, à la rentrée, ou peut-être que pendant un confinement, le contenu se prête beaucoup plus qu'un jouet, et en fait, on fait aussi le pari qu'on va être capable d'embarquer les gens dans une aventure sur au moins 2 ans, quoi. Mais sur l'abonnement, il y a un objectif aussi de rentabilité, d'en faire Ouais. un produit vraiment. Ouais, clairement. Ouais, l'abonnement, je pense que ça a été vraiment notre meilleure idée, clairement, de loin. Nous, dès le début, on était un peu convaincus par ça, mais voilà, on réfléchissait, voilà, et le carnet de voyage, c'est ce qu'on a fait, je pense, de mieux, parce que vraiment, toute la philosophie Mini-Monde, on peut la mettre dans du contenu. En plus, on a des illustrateurs qui sont vraiment talentueux. Ça nous permet de toucher les enfants dès 2 ans jusqu'à 6 ans. Et en plus, pour nous, dans le modèle, c'est de la récurrence. Donc, ça nous apporte vraiment une stabilité aussi, une sérénité, de se dire qu'il y a 13 000 abonnés qui, tous les 2 mois, sont reprélevés, etc. Donc, pour nous, ouais, clairement, la force, l'abonnement, je pense que c'était notre meilleure idée. Ouais. Maintenant, le pari qu'on prend, et c'est ce que je n'ai pas encore le recul suffisant, je l'aurai dans 3 mois, c'est quelle part des 13 000 abonnés, par exemple, faire le choix d'acheter notre nouveauté. Donc là, on sort un bateau avec François Gabard, dans lequel justement on a mis aussi pareil cette même ADN, et de se dire quelle part des 13 000 abonnés va par exemple faire le switch sur le bateau. Et je veux dire, si c'est 20%, c'est pas pareil que si c'est 50 ou 60%. Et si c'est 80%, alors là. Vous faites sur un principe d'abonnement en fait, pour Ouais. les achats, c'est-à-dire que systématiquement les gens reçoivent des produits pour leurs enfants avec des montages. Ouais, c'est ça. On part d'un jouet et puis après on suit cette même petite famille avec des carnets de voyage et tous les 2 mois on reçoit cette famille dans un nouveau pays du monde. Donc là par exemple la famille est en Russie et donc on fait découvrir la Russie aux enfants avec des jeux, de la langue, des recettes à faire avec les parents. Voilà. Et donc c'est ce lien vraiment entre jouet et après contenu pour pousser l'histoire où là on est plus sur de la pédagogie, sur de l'éducatif. Et ce modèle sur abonnement est un modèle qui a très très vite démarré parce que 13 000 abonnés, on a lancé ça le 20 mars. Donc c'est pas vieux tout ça en fait. Après, je pense que le confinement c'était pour nous aussi là-dessus une opportunité. Mais voilà. Mais on prend le pari que les gens qui sont abonnés, c'est des gens qui ont adoré l'aventure des Mini-Mondes et vont vouloir avoir des jouets en fin d'année. En réseaux sociaux, vous travaillez principalement quoi, Facebook, Instagram. Ouais. Pour l'instant, tout ça, c'est un peu artisanal quand même. C'est moi qui le gère un petit peu en interne la partie réseaux sociaux. On a pris le freelance sur l'acquisition pour là, sur la fin d'année pour commencer à progresser. Mais oui, l'acquisition se fait clairement là-dessus avec un gros penchant pour le format vidéo. Toutes les semaines de la vidéo, sur LinkedIn aussi qui marche beaucoup, où on fait suivre les coulisses de comment on fabrique un jouet en France, de voilà, tiens, on va faire une collecte de jouets, on va aller chez les gens en vélo, de voilà, tiens, un atelier de co-création qu'on va partager. Enfin, on est très très proche de la communauté et on fait beaucoup de vidéos quasiment toutes les semaines. Là, par exemple, pour le bateau, on a été sur le bateau de François Gabard pour montrer aussi comment est un bateau. Enfin, voilà, on essaie de beaucoup créer ce lien et on a vraiment envie de dire que derrière un jouet, il y a aussi toute une mécanique de réflexion et c'est ce qu'on partage beaucoup. Ouais. Non, packaging plutôt agroalimentaire. Packaging plutôt alimentaire. Et après, il y a 5% dans la matière de déchets de bois, qui est une manière d'apporter un côté un peu naturel. J'ai un jouet. En fait, non, c'est un prototype, là, on ne va pas le voir. Mais en fait, dans les jouets, ça, par exemple, c'est un bateau. Ça, c'est notre prototype. Le bateau, il est en précommande, il n'est pas encore sorti. Mais le but, en fait, c'est que là, on ne le voit pas bien dans le prototype. Donc ça, c'est à peu près un jouet à quoi ça ressemble. Normalement, en fait, il y a des petits grains, des déchets de bois qu'on voit à l'intérieur. Et le but pour nous, la volonté, c'était que si on pose le jouet n'importe où, la personne qui le voit se dit
on dirait que c'est un jouet qui est différent. Donc il y a 5% de déchets de bois à peu près dans la matière. Un van, un pack accessoire, là le bateau, ça c'est vraiment nos 3 gros jouets. Et après on est plus sur des gammes, disons librairie, papeterie, on a sorti un livre, on a le format abonnement. Et voilà, en gros la gamme. Et plus après c'est tous nos carnets de voyage. De création. Ouais, il faut quasiment compter, nous, je pense qu'on va assez vite, mais il faut compter 7-8 mois. Ouais, je pense que par rapport peut-être à des... Ouais. Ah oui. Ok. Ouais, donc c'est pas le même cycle. Ouais, c'est pas le même cycle. En fait, on essaye d'être très pragmatique, très concret. On fait tout en atelier de co-création immédiatement. Après, on embarque directement l'illustrateur, designer, atelier d'observation enfant. Et après, on exécute rapidement sur de la 3D. De toute façon, on ne peut pas se permettre de prendre... Enfin, c'est aussi les contraintes, on doit s'adapter. Et on est obligé d'aller très vite. Et rapidement, après, on passe en phase de précommande qui nous permet aussi de sentir si à un moment on doit lever le pied, si au contraire on peut accélérer sur ce produit. Et donc après, la commercialisation, ouais. Donc quasiment une petite année. Ouais. Compliqué. En fait, sur l'abonnement qui est lancé en mars, on manque de recul. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 65% des gens qui choisissent le format annuel. Donc on embarque déjà pour 1 an. Et après, sur les 35% restants, c'est bimestriel. On prend le pari que c'est au moins une bonne année. Une année, c'est un tour du monde à peu près. Là, par exemple, l'année prochaine, c'est l'Amérique. Donc on se dit que voilà, quelqu'un qui commence a envie d'aller au bout du cycle. Mais bon, tout ça, au début, il y a des paris. Franchement, au début, on n'a pas le recul. Espérons que c'est au moins 1 an. Ouais. 5,90 € tous les 2 mois ou 32 € l'année. Ouais. Ouais, on a échangé avec Epopia. Ouais, mais génial ce qu'ils font. Ouais, ça marche super bien. Ouais, il y a des choses, je pense qu'il y a un vrai sujet maintenant d'éloigner les enfants des écrans. Donc toute cette partie contenu est clairement vraiment plébiscitée. Donc ouais, l'abonnement c'est chouette. Vous parlez de pyramide Market? Ouais, Market. Ouais, c'est ça. Non, on n'est pas chez eux. En fait, on avait fait un test, nous, chez Pyramide, qui était une boutique par les mêmes acteurs, qui était une boutique l'année dernière, un pop-up au Louvre. On l'a fait sur 2 mois et on n'avait pas été convaincus. Nous, on avait vraiment envie d'utiliser... Enfin, le physique, pour nous, c'était vraiment l'occasion, de toucher beaucoup de monde, donc on préférait un acteur national, et aussi d'une certaine crédibilité aussi. Et Bonhomme de Bois, pour nous, c'était vraiment un beau partenaire, parce qu'il y avait vraiment cet ADN, et donc le fait qu'il nous fasse confiance, voilà, c'était ça qu'on recherchait. Après, on essaye de vraiment pas se disperser, c'est-à-dire qu'un partenaire, pour nous, c'est très bien, parce qu'il y a l'apprentissage derrière, d'apprendre sur notre packaging, d'apprendre sur notre client, d'apprendre sur notre prix. Et donc, moi, Bonhomme de Bois, c'est aussi le fait de pouvoir y aller souvent en boutique, d'apprendre. Et j'ai vraiment besoin de ça aujourd'hui avant de penser. Maintenant, on a une équipe de 6 personnes. 6 personnes. Et après, beaucoup quand même de prestats à côté. Beaucoup de créatifs, en fait, à côté de nous. Un musicien, d'autres illustrateurs pour apporter à chaque fois de la fraîcheur et pas trop s'enfermer. Donc, voilà. On essaie d'être le plus agile possible, mais 6. Après, il nous manque des compétences clés sur lesquelles il faut vite qu'on finance l'année prochaine pour monter en compétences, notamment sur cette partie web, expérience client sur le site, qui est un site aujourd'hui qui fait le job, comme on dit en rigolant, mais qui n'est pas encore un site vraiment avec une vraie expérience client, de monter en expérience sur l'acquisition aussi, et puis sur l'expérience client, avec après l'expérience post-achat. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles aujourd'hui c'est bricolé et il faut qu'on monte en compétences assez vite. Ouais. Sur l'acquisition, justement, quels sont les mots-clés recherchés par les parents qui cherchent ce genre de... Super question. Je ne saurais même pas te dire. En fait, je ne saurais même pas. Franchement, je ne saurais même pas parce que ça reste... Par exemple, quand on regarde jouer Made in France, etc., ça reste
ça reste infime quand même. Ça reste, c'est pas ça les vraies grosses recherches. Faut quand même se dire que les gros acteurs aussi, etc. Ce que les gens recherchent plus, je pense, c'est plutôt des Peppa Pig et des LOL Surprise ou des beaux Playmobil. Mais en tout cas, nous, sur les recherches, nous, la philosophie d'acquisition, c'est plutôt le ciblage du coup d'une population. Donc clairement, on va cibler les mamans de 30-40 ans. Et après, c'est vraiment la viralité de ce qu'on fait qui va nous permettre d'aller toucher du monde. Donc après, je pense que notre responsable acquisition maîtrise mieux ces sujets-là. Mais... Vous avez eu beaucoup de retombées presse? Ouais, beaucoup. Enfin, on a eu beaucoup au lancement en novembre dernier. Pas mal de passages télé. Donc ça, c'était canon pour nous. Et là, on continue d'essayer de mettre la gomme là-dessus. Voilà, c'est beaucoup de visibilité. Ouais, ça fait sens, clairement. Ouais. Sur les médias, on était bien aimé quand on s'est lancé en novembre dernier, c'était top. Ouais, bah de toute façon, ouais, presque. En fait, nous les médias, on se dit, bon, on essaye forcément, on envoie des petits messages, etc. On se dit que c'est du bonus. Voilà, si ça tombe, c'est génial, mais c'est tellement imprévisible. Il y a des marques qui sont nées grâce à ça. Ouais, clairement. Bah, ouais, non, nous, clairement, sur les 3000, enfin, quand on fait 3000 vannes en quelques semaines, la télé, par exemple, fait que, du coup, au-delà du passage télé, d'ailleurs, c'est aussi le relais qu'on peut en faire derrière, qui est précieux. Ouais. Bah, normalement, on avait... Ouais, exactement. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Bah, après, on a des mots-clés, donc c'est sûr que pour la presse, etc., le Made in France, le plastique recyclé, l'engagement associatif, on est aussi très cohérent, je pense, avec les attentes, donc ça plaît bien. Donc j'espère qu'on aura de la presse encore en fin d'année, mais ça commence un petit peu. Ouais, ouais, bah, c'était cool. Merci en tout cas. Bah, du coup, j'étais ravi finalement. Ouais, finalement, c'était très sympa.